Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'école du futur. Voici les titres du jour. Professeur en maternelle et influenceuse sur YouTube. Voilà les deux activités qu'exerce une enseignante plus connue sous le nom de la maîtresse part en live et on découvre son portrait dans un instant. Mais d'abord, elle a une idée derrière la tech. C'est Dorit Naon qui est avec nous aujourd'hui en plateau. Bonjour Dorit, de quoi allez-vous nous parler aujourd'hui? Hello, aujourd'hui on va parler du fait de balancer sa boîte sur les réseaux sociaux. On voit ça dans un instant Dorit. Mais d'abord, qu'elle soit brute ou traitée par des outils pour en simplifier la lecture, les données permettent de nous éclairer, oui, d'anticiper des situations aussi, mais aussi et surtout de répondre à des enjeux de souveraineté et d'amélioration du service public. Et c'est notamment le cas dans l'éducation nationale. On en parle avec notre invité Philippe Ajuelos. Bonjour Philippe. Bonjour. Bienvenue sur ce plateau, on est ravis de vous avoir. Vous êtes administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources au sein de la direction du numérique pour l'éducation. C'est des termes un peu complexes dont on va parler dans un instant, vous allez le voir. C'est promis, on va les décrypter juste après le focus. En 2020, comme beaucoup de professeurs, Marie-Solène Letoqueux, enseignante en maternelle, avait lancé sa chaîne YouTube baptisée « La maîtresse part en live ». Après une pause, elle a décidé de relancer son projet pour le plus grand plaisir, le grand bonheur de ses abonnés. Une chaîne qui séduit, vous allez le voir, les enfants, mais aussi les parents, comme nous le raconte Xavier Terrade. Bonjour à tous, petits et grands, et bienvenue dans l'émission de La maîtresse part en live. Pendant le confinement, j'ai créé La maîtresse part en live pour que les enfants de maternelle se sentent comme à l'école. Après avoir cartonné lors de son lancement en 2020, La maîtresse part en live fait son comeback sur YouTube pour le plus grand plaisir de ses 92 500 abonnés. Mais pendant les 3 dernières années, Marie-Solène Letoqueux n'a pas chômé. Durant ces 3 ans de pause, j'ai eu pas mal de trucs à faire. J'ai repris une classe de grande section, j'ai eu un deuxième enfant et ma grande est rentrée à l'école. Mais j'ai continué à recevoir énormément de messages de parents qui voulaient voir La maîtresse part en live revenir et cela m'a encouragée à reprendre. Néanmoins, on ne peut pas refaire l'émission comme avant. Je ne peux plus tourner dans mon salon, donc je tourne dans un nouveau décor avec une nouvelle équipe et aussi un peu plus de moyens. Marie-Solène Letoqueux est plus connectée que jamais. Vous pouvez me retrouver sur mon Discord, Insta, TikTok, Twitter si vous voulez les actualités de la chaîne et participer à son évolution. À la création de sa chaîne, Marie-Solène Letoqueux donnait des cours en live destinés aux élèves de maternelle. Désormais, ses vidéos sont plus courtes et enregistrées. On y retrouve des ateliers. Et oui, je suis de retour et pour ce premier atelier, je te propose de fabriquer un bijou codé. Des histoires. Qu'est-ce que c'est que ça ? C'est un livre. Des chansons. Des chansons. On ne s'ennuie pas du tout pendant l'émission. La maîtresse part en live. Mais aussi des questionnements qui intéressent davantage les parents. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet délicat, le numérique. Pour certains d'entre vous, il s'agirait d'un effet de mode potentiellement néfaste pour les enfants. Et pour d'autres, les nouvelles technologies seraient un remède miracle pour faire tout apprendre aux élèves. Mais qu'en est-il en maternelle ? Mais La maîtresse part en live, c'est avant tout des vidéos destinées à enseigner de façon ludique les fondamentaux aux plus petits. W, X, Y, Z. Maintenant, je les connais. Toutes les lettres de l'alphabet. Déjà fortement impliqués dans des actions locales, à l'image des académies régionales, les ministères proposent désormais tout un tas d'outils pour des données aussi beaucoup plus intuitives et qui répondent aussi à différents enjeux de transparence pour les citoyens. Alors à quel défi l'éducation nationale fait-elle face en matière d'open data? Et puis ça veut dire quoi aussi l'open data? On en parle avec notre invité dans la première partie du talk. Et aujourd'hui, à nos côtés pour en parler, Philippe Ajuelos. Je rappelle votre titre parce que dans votre titre, il y a tout un tas de sujets dont on va parler aujourd'hui dans l'émission. Vous êtes administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources au sein de la direction du numérique pour l'éducation. On est ravis de vous avoir, Philippe. On a beaucoup de sujets à voir avec vous aujourd'hui. Peut-être une première question. On a commencé à parler en introduction de l'open data. Un gros mot, mais que vous allez peut-être décrypter pour nous. Qu'est-ce que ça veut dire, l'open data ? L'open data, c'est d'abord pour toutes les administrations, les collectivités, les établissements publics, l'obligation de mettre à disposition toutes les informations
qui ont été créés par des outils numériques à l'occasion d'un service public. Donc ça, c'est une obligation. Alors il y a évidemment des contraintes, ne pas dévoyer certaines règles concernant les données à caractère personnel, mais à partir du moment où on n'est pas dans ce cadre-là, on doit mettre à disposition. Ça, c'est l'obligation pour tout le monde. D'accord. Et nous, le plus de l'éducation, c'est aussi un outil pédagogique pour la culture du numérique et d'une façon générale, et de l'apprentissage des technologies, et notamment le fait de maîtriser la donnée, l'information, et aussi essayer d'en faire quelque chose. Alors justement, en 2021, Philippe, votre ministère, celui de l'Éducation nationale, a mis en place une feuille de route, et dans le cadre d'une politique qui se constitue comme une priorité stratégique pour l'État, c'est celle des données. Pourquoi est-ce que c'était si important pour le ministère de mettre en place ce plan sur la politique des données? Pourquoi c'est essentiel aujourd'hui? Alors peut-être rappeler juste avant que cette démarche, ce n'est pas une démarche du ministère, c'est une démarche du gouvernement, et qu'il y a... Que vous appliquez au sein du ministère. Qu'on applique au sein du ministère et qu'on adapte au sein du ministère. On a des AMDAC, les administrateurs ministériels des données, des algorithmes et des codes sources dans chaque ministère. Il y en a un pour l'enseignement supérieur et la recherche, donc à l'Éducation nationale, au ministère des Finances. Et vous avez compris que selon nos obsessions et nos volontés, on va plutôt axer sur un domaine plutôt qu'un autre. Et nous, on avait une masse d'informations. Parfois, c'est de l'imaginaire qui est projeté. On a l'impression qu'on va être quand on parle des mines d'or d'informations, c'est beaucoup de choses qu'on doit exploiter, mais de systèmes d'information qui sont un peu vieillots, différents, disparates. Et donc, l'idée, c'est de dire, on a des informations sur comment ça se passe dans les établissements, dans nos services, comment on peut faire pour, avec nos services en interne, des EdTech ou des labos de recherche, comment on peut faire pour en faire quelque chose, avoir une information claire, ou en tout cas une information qui complète l'information qu'on peut avoir avec les outils classiques. Et puis, on est dans des démarches de constat, mais aussi de prévision, voire de prédiction. C'est ça l'objectif du ministère, c'est trouver des moyens pour avoir une meilleure visibilité de ce qu'on fait, voire des réponses à ce qu'on veut faire. Est-ce qu'il n'y a pas aussi, Philippe, un sujet de confiance avec lequel le ministère souhaite renouer ? Amplifier l'ouverture des données, oui, effectivement, des algorithmes et des codes sources, mais aussi plus de transparence de l'action publique. Oui, ça c'est très important parce qu'en réalité, dans cette démarche d'accompagnement des élèves, des professeurs, c'est accompagner aussi des générations à maîtriser des technologies, à ne pas en avoir peur, ne pas être naïf par rapport à ces technologies-là, notamment à l'intelligence artificielle, et donc d'expliquer comment ça fonctionne. Comment un algorithme fonctionne. Et la meilleure façon de le faire, c'est d'abord de publier l'algorithme, les éléments de l'algorithme, les codes sources, de publier les données qui sont issues de toutes ces informations qu'on récolte, et puis d'expliquer. Mais on explique, mais aussi on donne les moyens à d'autres d'expliquer ce qu'on met à disposition. En toute transparence. En toute transparence. Comprendre la donnée brute, on l'a compris, n'est pas à la portée de tous, et c'est aussi au cœur de vos actions. Ça implique aussi et surtout de la formation des personnels à ces nouvelles technologies, à ces nouvelles pratiques aussi. C'est au cœur justement de votre métier, et vous n'avez pas trop la pression non plus ? On a beaucoup de pression parce que nous, le passage à l'échelle, c'est un peu comme les tech, les problématiques de numérique pédagogique. C'est accompagner 860 000 profs, pratiquement 13 millions d'élèves. Donc, c'est compliqué pour nous. Comment on s'y prend ? Il faut avoir la pêche le matin. L'envie et se dire qu'on, peu importe la fatigue du soir, on va retourner le lendemain avec l'envie de faire bien, et puis essayer de changer les choses concrètement au quotidien dans les établissements. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on
propose des formations, qu'on accompagne sur le terrain et on démultiplie par capillarité parce que l'inconvénient, c'est qu'on est partout. L'avantage, c'est qu'on est partout aussi. Alors, donc, on peut agir de façon dynamique par rapport à ça. Donc, ça passe par de la formation. Vous vous rendez dans les établissements scolaires auprès des enseignants, des élèves? Alors, on le fait sous différentes formes. On utilise du numérique, notamment des outils en ligne. Et on le fait aussi parce que le numérique, c'est besoin d'humains. Par des rencontres avec les professeurs, avec les cadres du ministère, avec les associations aussi, tous nos partenaires, les collectivités, pour essayer de mobiliser l'ensemble des acteurs de l'éducation par rapport à cette problématique de la donnée. Philippe, au cœur de cette feuille de route du gouvernement est aussi, selon ce dernier, d'améliorer l'efficacité de l'action publique grâce à la donnée, parce que jusqu'alors, la donnée était très peu utilisée dans l'évaluation des politiques publiques en France. En fait, il y a beaucoup de choses qui avaient déjà été faites. La vraie question, c'est de croiser nos informations. Travailler aussi sur la qualité de la donnée, parce que quand on ne comprend pas à quoi ça sert, la personne qui doit saisir ces données-là ne va pas forcément le faire avec l'idée de le faire bien, ou en tout cas, c'est en plus de son quotidien, son travail. Donc ce qu'on fait, nous, c'est qu'on explique à quoi ça va servir, et surtout, pour chaque donnée récoltée, on assure à la personne qui saisit qu'on va lui rendre l'information, qu'elle va pouvoir se comparer, qu'elle va pouvoir aussi diffuser et même créer des liens. C'est ça l'intérêt pour nous d'accompagner ce mouvement-là. Donc il y a la formation, il y a l'amélioration des outils, il y a aussi la capacité pour nous de proposer des outils qui permettent de lire facilement la donnée. Personne n'est capable de lire parce qu'il faut un tableau. Voilà. Et donc nous, quand vous allez sur notre Open Data, pour certains jeux, vous cliquez sur un bouton et vous avez une cartographie qui s'affiche avec les informations sur l'établissement, sur ce qu'il propose en termes de langue, de spécialité. Vous avez sur certaines régions académiques la possibilité de savoir quelles sont les activités sportives les plus proches de son établissement ou de sa maison. Voilà, c'est ça qu'on donne comme information. Plus de lisibilité. Plus de lisibilité. C'est un moyen aussi de développer l'esprit critique de la population vis-à-vis de certains préjugés qui sont portés envers l'éducation nationale, comme d'autres ministères d'ailleurs, mais l'accès à la donnée permet aussi de changer un peu les points de vue. Alors nous, on a fait un travail sur nous et on avait été un peu contesté sur certains jeux de données, notamment la publication de l'indice de position sociale qui permet de savoir quelle est l'origine sociale des parents. Et donc, c'était un des jeux de données qui était un peu sensible. Et nous, on a fait le pari de les publier et de répondre à des sollicitations de certaines associations qui voulaient avoir encore plus d'informations. Non seulement d'avoir l'indice de position sociale sur l'année 2022, ce qu'on avait fait, mais sur les années antérieures. Et puis avoir ce qu'on appelle l'écart type au sein de l'établissement. C'est quoi l'écart type? C'est en fait savoir si au sein d'un établissement il y a aussi de la mixité. Et donc on a dit ok, on va tout publier et on va on rend compte en fait en même temps à ces associations, à ces professeurs, à ces élèves, la réalité, l'état des établissements. Et pour nous, c'était important de commencer par là. Il y a la direction de l'évaluation de la prospective et la performance, qui est notre service statistique, qui nous a aidé à faire ça, qui était évidemment qui est responsable de ce jeu de données, qui a joué le jeu et qui a été au-delà de ce qu'a demandé la réglementation. Et ça, c'est important pour nous. C'est d'aller au-delà de ce que demande la réglementation. La réglementation demandait uniquement la publication de ce jeu de données. Nous, on a été dans un niveau de granularité qui était beaucoup plus important, une étendue beaucoup plus importante, et puis la lisibilité qui était nécessaire pour comprendre comment lire ce jeu de données. Et après, on a des élèves qui se sont emparés de ça pour savoir comment améliorer la carte
scolaire. Donc discuter avec les collectivités, et ça c'est aussi un élément de fierté. Parce qu'avoir des données, c'est bien, mais savoir les lire, c'est encore mieux, effectivement. On va continuer à évoquer ce sujet ensemble, Philippe, si vous le voulez bien. D'abord, on va faire un tour du côté de la planète tech. Images, vidéos, c'est le Zap et c'est l'œil d'Edouard Degnaud. Scratch that, bring it back. 내 옆에선 Richmond. 몸이 고장나서 reload. 난 어질 또 돌고 돌아 I'm in Richmond. De retour toujours sur le plateau de l'École du Futur et en compagnie de notre invité Philippe Ajvelos. Mais juste avant de reprendre nos discussions, on va laisser place à la chronique de Dorit Naoum qui a une idée derrière la tech. Dorit, aujourd'hui, vous allez nous parler du fait de balancer son entreprise sur les réseaux sociaux. Comment ça se passe? Dites-nous tout. Eh bien, c'est un grand sujet. Il s'appelle Balance ton agency, balance ta start-up, Indeed ou encore Glassdoor, et il donne la parole aux salariés sur leurs expériences. Alors, concrètement, pour Glassdoor et Indeed, vous pouvez noter votre boîte, comme vous notez finalement un resto sur TripAdvisor ou sur tout un tas de critères, les avantages sociaux, l'ambiance, le salaire, et vous pouvez aussi vous exprimer en disant ce que vous avez pensé de votre expérience, comment vous êtes senti dans cette boîte, et il y aura écrit si vous êtes un employé actuel ou un employé passé de l'entreprise, et tout le monde pourra avoir votre avis. C'est donc public. Alors pour les comptes, comme Balance ton agency ou Balance ta startup, c'est des comptes Insta qui sont hyper suivis, de plus de 100 000 abonnés chacun. Balance ton agency notamment, qui est géré par Anne Boisstar. La page, elle affiche les témoignages des employés qui lui écrivent en mettant ouvertement le nom de l'entreprise harcelante et en expliquant ce qui s'est passé. Alors, on va être très transparent. Nous aussi, ça peut être interprété comme du lynchage public, Dorit, ou de la diffamation. C'est quoi l'objectif de ces pages? Alors,
Pour Balance ton Agency, je sais qu'Anne Boistard, elle a toute une équipe juridique qui est derrière elle pour se protéger, parce qu'effectivement, c'est essentiel. Hein, ça peut avoir des conséquences et être très mal interprété, parce qu'effectivement, les boîtes ne se laissent pas faire. On verra les conséquences plus tard. Alors, le but, c'est d'informer les gens sur les pratiques de certaines boîtes à l'heure où tout le monde fait une communication assez bisounours, toute belle, toute rose sur les réseaux sociaux, pour avoir la plus belle des marques employeurs. C'est un petit peu la quête, hein, on le sait bien. Alors, le but, c'est aussi de libérer la parole sur des pratiques qui ne doivent plus exister, hein, tout simplement en termes de management, en termes de respect des gens, en termes de bien-être au travail, et tout simplement rappeler que le salarié est une personne humaine qui mérite le respect et qu'un patron n'est pas un dieu tout-puissant, au même titre qu'un manager ou un DRH. Donc le but, c'est aussi de créer un effet de sororité, bien sûr, pour que la personne victime se sente moins seule, ce qui est souvent le cas, malheureusement, pour les victimes de harcèlement au travail. On se sent très seul, on culpabilise même souvent et on se dit que c'est soi-même le souci. Alors là où il y a du soutien, de l'écoute, de la compréhension, justement, à travers un témoignage sur les réseaux, et parfois c'est tout ce dont les gens ont besoin. Mais alors les conséquences, elles peuvent être absolument énormes pour les entreprises qui sont touchées par ces vagues. Alors je ne sais pas s'il faut dire diffamation, lynchage ou simplement vérité. En fait, on parle d'image et je le disais, hein, la marque employeur, c'est la grande quête des entreprises aujourd'hui. Donc là, on parle d'une marque employeur qui est morte et enterrée, hein, clairement, parce qu'aujourd'hui, les gens, ils lisent les avis pour trouver une bonne pizzeria, mais ils les lisent aussi pour trouver la bonne boîte. Et quand on voit des avis qui sont minables sur une entreprise, d'une part, on n'a pas envie d'y bosser. Donc déjà, en termes de rétention des talents, c'est mauvais parce que les gens ont envie de partir. En termes d'attraction de nouveaux talents, c'est mauvais aussi parce que les gens n'ont pas envie d'y bosser. Et puis même pour la fierté des clients, pour la fierté aussi du consommateur, hein, si c'est un produit qui est vendu dans le commerce, il y a une désolidarisation qui se fait. Et effectivement, c'est très, très négatif. Vous nous dites donc, Dorit, que la notation et les avis peuvent donc aussi être plus positivement un allié des entreprises quant au recrutement de leurs salariés, c'est ça ? Complètement. Alors, si vous êtes une boîte qui met le paquet sur la culture d'entreprise, sur le bien-être au travail, sur le confort de travail, sur une éthique bienveillante, la notation, elle devient vraiment votre amie parce que ça fait l'effet inverse. Hein. De voir des avis positifs, ça attire les talents parce qu'on se dit les gens ont l'air heureux, donc finalement, j'ai envie de bosser dans cette boîte. Et il y a énormément de boîtes qui investissent d'ailleurs dans des solutions qui récoltent des avis, comme Choose My Company par exemple, qui se chargent de récolter les avis des collaborateurs de Casino, de Capgemini ou de Renault, hein, pour ne citer qu'eux. Et le but, c'est d'apparaître dans des classements publics, pour le coup, selon les métriques d'engagement des collaborateurs. Et donc, c'est top, en fait, pour l'image de l'entreprise, quand c'est bien noté, évidemment. Effectivement, ça les récompense. Alors, quelle conduite à adopter vous conseilleriez à une entreprise qui prend connaissance d'un mauvais avis, quelque part ? La remise en question. Évidemment. Oui. Alors un feedback, c'est pas toujours positif et il faut l'accepter. La bonne nouvelle, c'est que rien n'est immuable. C'est une façon de s'améliorer et de solutionner les problèmes s'ils sont clairement désignés pour mieux faire et devenir finalement le CDI qui réussit à se réinventer pour séduire de nouveau. C'est important, effectivement. Merci beaucoup, Dorit, pour cette chronique. Et puis nous, on lance ensemble la deuxième partie du talk tout de suite. En intégrant sur son site internet tout un tas de jeux de données, le ministère de l'Éducation veut donner aux enseignants, aux associations, aux collectivités locales et aux acteurs économiques aussi des informations éclairantes pour leur prise de décision. On continue d'en parler avec notre invité Philippe Azuelos. Vous êtes administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources, rien que ça, au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Le ministère justement de l'Éducation nationale, de la jeunesse et des sports a été, soyons très clairs, l'un des premiers à s'engager pleinement dans une démarche d'ouverture et de partage de la donnée. La plateforme data.education.gouv.fr permet par exemple la consultation de jeux de données comme le calendrier scolaire, l'annuaire des établissements dont vous nous parlez juste avant la chronique de Dorit, les résultats d'examen, etc. Ça, c'est une base et c'est essentiel, c'est important. Qu'est-ce que dans quelques mois, quelques années, on va pouvoir aussi, parce que j'imagine que les données, elles sont nombreuses sur les élèves, sur les enseignants, sur le secteur, qu'est-ce qu'on va pouvoir trouver sur cette plateforme dans les prochains mois? Alors d'abord, dire que on n'est pas les premiers, mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a co-construit ce site avec les utilisateurs. C'est-à-dire qu'on a ouvert un nouveau site l'année dernière, en janvier 2023, et pendant 3 mois,
On a permis à l'ensemble des utilisateurs, d'ailleurs on a été très étonnés parce que c'était des utilisateurs plutôt profs, étudiants, un peu de collectivité, tout profil. Et on leur a demandé ce qu'ils voulaient, comment ils voulaient que ça soit présenté, les services qu'ils voulaient avoir, et puis les jeux de données. Et donc, pendant 3 mois, on a ouvert un guichet. D'ailleurs, ce guichet est en réalité toujours ouvert. Et tout utilisateur de ce site peut, via un lien, demander des jeux de données. Et systématiquement, d'abord on répond, ça c'est une première chose, et on essaye de mettre à disposition les jeux de données. Donc en 1 an, on a augmenté de 30% le nombre de jeux de données. Et en parallèle, ce qu'on a fait aussi, on a fait 2 choses, c'est qu'on a mis à jour les anciens jeux de données, parce que c'est pas tout de créer des nouveaux jeux de données, mais il faut les mettre à jour, il faut les rendre un peu... voilà. Et puis on a travaillé sur leur lisibilité. C'est-à-dire quoi ? Pouvoir décrypter le jeu de données, ce qu'il veut dire, le comparer à d'autres jeux de données en France et à l'étranger. Et donc, c'est vraiment expliquer comment est fabriquée la donnée, ce qu'on peut en faire, comment on peut l'interpréter. Et ça, c'est vraiment un élément. C'est de la pédagogie, quelque part. C'est de la pédagogie, c'est un des éléments de l'éducation aux médias et à l'information. C'est expliquer comment c'est créé, par qui, pourquoi, dans quelle intention, et donc d'accompagner cette démarche-là. Le ministère encourage donc les établissements scolaires, vous l'avez dit, et les enseignants à développer des projets autour de l'open data, la donnée ouverte. L'objectif, c'est d'en comprendre évidemment les enjeux grâce à des exercices autour de ces données ouvertes, mais je crois que vous avez quelque chose à nous dire aujourd'hui. Il y a déjà des initiatives qui sont réalisées par des associations d'ailleurs, des établissements, et puis aussi par des régions académiques, ce qu'on appelle nos collègues en académie, les délégués académiques au numérique éducatif, les DAN ou les DRAN, donc, que je salue. Et il y a pas mal d'initiatives. Et puis il y a aussi des outils comme Capital, je ne sais pas si vous le connaissez, qui développé par l'Académie de Paris, mais qui est déployé au niveau national et qui permet aussi de jouer avec les statistiques, les jeux de données, de faire des croisements de données. Donc c'est un outil qui est pas mal. Et nous, ce qu'on veut faire avec d'autres partenaires, donc alors c'est Wikimedia, la partie Wikidata de Wikimedia, et potentiellement Data Activist, j'espère que je n'écorche pas le nom, voilà, de créer, alors je dis challenge, mais ça ne va pas s'appeler challenge, mais donner envie à des équipes pédagogiques et à des élèves de lycée d'utiliser l'ensemble des jeux de données, donc du ministère. Il faudra quand même qu'il y ait un jeu de données du ministère, voilà, pour nous motiver aussi, pour nous challenger. D'autres administrations, d'autres pays, pour avoir une visibilité sur une politique publique, pour créer des services. En fait, initier chez les filles et chez les garçons l'envie d'être le futur créateur de Citymapper ou de Waze. Parce que ça, c'est fait avec l'open data, il faut le savoir. Vitmados aussi, qui est un Français, Guillaume Rosier. Voilà. On salue. C'est aussi votre objectif, c'est de créer des vocations avec des entrepreneurs français qui à terme utilisent vos données, les données de l'action publique. Exactement. Et qui nous motive aussi à en faire plus, à proposer plus d'explicabilité et de transparence. C'est vraiment ce qu'on veut amener. Nous, on travaille sur le citoyen de demain et donc sa composante numérique. Et ça, c'est important pour nous qu'on ait des élèves qui soient des citoyens éclairés, qui ont envie d'agir sur la société, de comprendre cette société et puis aussi de la changer. C'est important, effectivement. Alors, vous le savez, des arguments subsistent néanmoins pour lutter contre l'exploitation en masse de ces informations scolaires. Au cœur des préoccupations, notamment la protection des données des élèves et des élèves suivant des cours en ligne. Le site américain Politico expliquait par exemple en 2014, il y a 10 ans, que seuls 7% des entreprises travaillant dans le domaine de l'éducation avec les établissements scolaires aux États-Unis étaient légalement contraintes de maintenir la confidentialité de ces données. Ça, c'était aux États-Unis il y a 10 ans. Des années plus tard, pas encore de chiffres en France très spécifiques, mais la question est la même. Est-ce que vous comprenez les craintes des enseignants et à la fois aussi de ces entreprises du secteur de l'éducation qu'on reçoit aujourd'hui tous les jours en plateau et qui utilisent ou génèrent ces données ?
Oui, alors je parlais initialement d'une approche qui ne soit pas naïve des technologies et il faut aussi travailler sur les problématiques de sécurité. Ça, c'est notre... au ministère, on a développé toute une doctrine qui est le cadre de confiance du ministère, qui est non seulement le respect du RGPD, donc la réglementation sur la protection des données personnelles, mais aussi une démarche éthique. Et dans cette démarche éthique, on va beaucoup plus loin que la protection des données, que la réglementation elle-même. C'est-à-dire qu'on s'interdit de certains services qui, pour nous, pourraient, même si c'est admis par la réglementation, pourraient... enfermer l'élève plutôt que de le libérer. Parce que c'est ça le risque qu'on peut avoir, c'est à force de personnaliser les parcours, à force de développer des algorithmes, c'est d'enfermer dans ce qu'on imagine le mieux, parce qu'évidemment, c'est ce qu'on imagine. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir un outil et pas une solution universelle. Et d'ailleurs, ce qui nous protège le plus, c'est que de toute façon, c'est des outils complémentaires à la pédagogie du professeur. Et le seul qui est capable de poser un diagnostic pédagogique, c'est le professeur. Il va utiliser un outil numérique, il va utiliser l'IA comme un complément, comme un assistant, et pas du tout comme un élément fondamental de sa pédagogie. Mais ça, que vous important. Aurez validé quand même en amont. Ah, bien sûr qu'on aura validé, qu'on va... évaluer au fur et à mesure. Et par exemple, dans ma fonction, c'est d'évaluer une partie des outils qu'on met à disposition des professeurs et des élèves, de telle façon à s'assurer que ça respecte bien dans les faits ce qu'on a demandé et pas ce que ça peut faire. Merci beaucoup en tout cas Philippe, vous l'aurez compris, sensibiliser, former et puis accompagner tous les acteurs de l'éducation sur ce chemin et sur l'ouverture de ces données. Je rappelle que vous êtes administrateur ministériel des données, des algorithmes et des codes sources au sein de la direction du numérique pour l'éducation. Merci d'avoir été avec nous, on a été ravis de vous recevoir. Merci aussi à vous, Dorit Naon, pour cette chronique. Merci à vous de nous avoir suivis et puis nous on se retrouve dès demain dans l'École du Futur. Bonne journée.